Super, donc c'est à toi. Si tu es prêt, tu peux présenter si tu veux. Tu peux partager ton écran. Voilà. Vous voyez la souris? Oui, oui, on voit bien. Oui, on voit la souris, effectivement. Merci d'être là et merci à David de m'avoir invité justement à présenter un peu mes activités en tant que bioinformaticien. J'ai pas fait de slide sur mon parcours, mais je peux faire un point vite fait. Donc du coup, moi j'ai fait toute ma scolarité en Guadeloupe. J'ai fait une licence de biologie biochimie à l'Université des Antilles. À la suite de ça, je suis parti à Rennes en 2016 pour effectuer un master de microbiologie. Ensuite, j'ai fait un deuxième master en bioinformatique. J'ai fait un deuxième master pour compléter un peu mes connaissances, mes compétences que j'avais déjà en microbiologie. Et ensuite, j'ai intégré le laboratoire EcoBio j'ai travaillé pendant 2 ans et pour lequel je fais mes analyses, je fais les analyses que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai un petit souci. Voilà. Donc, la présentation que je vais faire aujourd'hui, c'est un travail pour lequel nous avons une publication en cours de reviewing. La présentation va un peu illustrer le type d'analyse bioinformatique que j'ai été amené à réaliser au sein du laboratoire EcoBio. C'est un travail qui a été réalisé dans le cadre de la thèse d'Harriet Middleton et c'est un travail en partenariat entre EcoBio, qui est hébergé par l'Université de Rennes, et l'INRS à Laval, au Canada. Je vais présenter. Je vais commencer par présenter le laboratoire. Le laboratoire EcoBio, c'est un laboratoire affilié au CNRS. Il est hébergé sur le campus de Beaulieu à Rennes en Bretagne, plutôt à l'est de Rennes. Et sur le campus, c'est le bâtiment bleu que vous voyez là. Donc là, j'ai mis une petite illustration du campus par beau temps, parce qu'en Bretagne, c'est assez couvert en général. Et voilà, donc du coup, c'est un labo qui comprend 160 membres permanents et contractuels. C'est un laboratoire c'est un laboratoire d'écologie qui étudie la dynamique et la biodiversité, la dynamique de la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes continentaux, à la fois la faune que la flore. Il est composé de 4 thématiques de recherche. Il y a la thématique paysabio qui étudie les dynamiques des paysages et les populations. Il y a la thématique EvoAdapt qui, eux, vont étudier les mécanismes d'évolution et d'adaptation, notamment phénotypiques. Il y a la thématique éco-stress, écotox qui, eux, ils font de l'écotoxicologie. Et il y a la thématique éco-fun qui font de l'écologie fonctionnelle. C'est dans cette thématique que moi, j'ai travaillé. Le laboratoire comprend également 3 plateaux techniques. Les plateaux techniques, c'est un plateau de biologie moléculaire, un plateau de microbiologie et un plateau d'écologie expérimentale qui comprend notamment les serres pour cultiver les plantes. Il possède également, je n'ai pas noté ici, mais il possède aussi une plateforme de chimie, une plateforme de séquençage. Euh, donc voilà, je vais commencer ma présentation avec un peu de contexte. Mes travaux consistent je vais peut-être pas parler de titre. La présentation que je vais faire, grosso modo, je vais présenter le rôle et l'importance des micro-RNA dans les interactions entre les plantes et le microbiote du sol. Donc, je vais présenter quelques notions. La rhizosphère, en gros, c'est le sol autour des racines. C'est c'est à distinguer avec ce qu'on appelle le bulk soil, le sol éloigné des racines.
Le microbiote est défini comme l'ensemble des micro-organismes vivants, micro-organismes bactériens, champignons, protistes, virus, archées, n'importe quoi, vivant dans un écosystème donné. Ici, notre écosystème, c'est la rhizosphère. Et du coup, on parle de rhizomicrobiote dans ce cas-là, parce que c'est le microbiote de la rhizosphère. Euh, donc, du coup, on distingue la rhizosphère du sol éloigné, notamment parce qu'il y a il y a une différence en termes de composition et de diversité de micro-organismes, de diversité et de quantité de micro-organismes. Dans le sol éloigné, on a une forte diversité de micro-organismes, mais peu abondant. Plus on se rapproche des racines des plantes, au niveau de la rhizosphère, autour des racines, autour et sur les racines, on observe une plus faible diversité de micro-organismes. On retrouve des micro-organismes qu'on retrouve dans le sol éloigné et on les retrouve par contre en plus grande quantité. Et à l'inverse, au niveau de l'endosphère, c'est-à-dire à l'intérieur des racines, c'est le cas pour certaines plantes qui peuvent internaliser des micro-organismes, notamment dans le cadre de la symbiose. Cette diversité est encore plus faible et la quantité est encore plus grande. Donc, en fait, on parle d'une sélection du microbiote par les plantes, une sélection des micro-organismes du sol. Ce mécanisme de sélection, il se fait à deux niveaux. Il va y avoir une sélection par les exudats racinaires, en sélectionnant notamment les micro-organismes capables de métaboliser notamment les sucres et les acides aminés que la plante va libérer dans le sol. Il va y avoir une sélection aussi par la paroi des cellules végétales qui va permettre de favoriser l'adhésion des micro-organismes qui sont capables de le faire. Cette, ce premier niveau de sélection, il va intervenir notamment au niveau de la rhizosphère. Après, un deuxième niveau de sélection. Ça va plutôt concerner les endosymbiotes. C'est notamment le facteur génétique de l'hôte, l'acide salicylique qui correspond un peu au système immunitaire des plantes, qui eux vont constituer un deuxième niveau de sélection, notamment dans le cadre de l'endosymbiose. Ces niveaux de sélection, ils vont contribuer à sélectionner une sous-population de micro-organismes au niveau des racines. Dans les exudats racinaires, on retrouve également dans le sol, on trouve des micro-RN qui peuvent être libres ou véhiculés dans des vésicules extracellulaires. Ces micro-RN, ces vésicules extracellulaires, ils peuvent être produits à la fois par les plantes ou les autres micro-organismes qu'on retrouve dans le sol. Euh, donc, un micro-RN, là, je définis le concept, j'expliquerai après un peu le lien entre tout ça. Donc, un micro-ARN, en fait, c'est un petit ARN de 21 nucléotides qui est non codant, il ne va pas servir à coder pour une protéine, et il a un rôle régulateur en s'hybridant sur les RNA, un sous-groupe sur certains ARN messagers spécifiques, par complémentarité. En fait, le micro-RN, il va être anti-sens de l'ARN messager. En se fixant sur un ARN messager, il va être capable d'inhiber la traduction de cet ARN messager. Donc, ces micro-RN, ils sont codés par des gènes. Ils sont maturés en pre-micro-RN, puis en un duplex de micro-RN. Ce duplex va être exporté du noyau dans le cytoplasme de la cellule végétale. Et en fait, l'un des brins du duplex, qui sera le micro-RN mature, va être pris en charge dans un complexe risque qui comprend notamment la protéine argonaute. Et en fait, le micro-RN il va servir de guide à ce complexe pour cibler spécifiquement certains ARN messagers. Donc, le micro-RN va permettre de réguler finement la régulation de l'expression de certains gènes. Il faut savoir que les micro-RN sont circulants. Par exemple, un micro-RN qui est exprimé dans les racines peut avoir sa cible, son ARN messager cible, dans les feuilles de la plante, parce qu'il est capable de circuler d'un tissu à l'autre.
c'est un mécanisme de régulation qui est conservé chez tous les eucaryotes. On le retrouve à la fois chez les végétaux, mais aussi chez les animaux. Le mécanisme de biosynthèse et le mécanisme de, les mécanismes de, d'inhibition de la traduction peut varier un petit peu chez l'homme ou chez les végétaux, chez les animaux ou chez les végétaux, mais globalement, le système est assez similaire. Ensuite, voilà. Donc, du coup, pourquoi on s'est intéressé au micro-RN? C'est notamment parce qu'en fait, il y a une publication en 2016 qui avait montré que dans dans le, euh, dans le microbiote intestinal de la souris, euh, on retrouve des micro-RN. Ça, c'était déjà connu. Mais ce qui était assez innovant dans cette pub-là, c'est qu'ils ont montré qu'en fait, ces micro-RN étaient capables de rentrer dans les bactéries du microbiote intestinal de la souris et, et auraient potentiellement un rôle dans le maintien du microbiote intestinal. Dans cette pub-là, ils ont fait des mutations sur la voie de biosynthèse des micro-RN. Ils ont montré qu'en l'absence de ces micro-RN, ça induisait une dysbiose dans le tractus digestif des souris. Et du coup, dans ce tractus digestif, on retrouve des micro-RN libres et véhiculés dans les exosomes, ce qui est assez similaire avec ce qu'on observe au niveau des racines des plantes. Donc, du coup, dans le labo, on s'est demandé est-ce qu'un tel mécanisme de régulation pourrait exister chez les plantes? Et donc, du coup, pour répondre à cette question-là, on a travaillé sur le modèle, sur la plante modèle Arabidopsis thaliana et les bactéries de sa rhizosphère. C'est un modèle qu'on est habitué à travailler au labo. Et en fait, pour tester cette hypothèse, on l'a séparé en deux points. Le premier point, c'est déjà de vérifier que les micro-RNA d'Arabidopsis sont bien incorporés dans les bactéries de sa rhizosphère. Et le deuxième point, c'était d'aller chercher, en fait, une fois incorporé, enfin, quelle est la fonction de ces micro-RNA dans les bactéries. Donc, pour répondre au premier point, est-ce que les bactéries sont incorporées dans les bactéries de la rhizosphère? Ce qu'on a fait, c'est que on a extrait les bactéries d'un sol nu, un sol sans plantes, et les bactéries qui sont récupérées dans la rhizosphère au niveau des racines. On a extrait les ARN totaux. Ensuite, on les a envoyés à séquencer auprès de nos collègues au Canada qui, eux, ont une expertise pour sélectionner et séquencer spécifiquement les petits ARN. Là-bas, ils ont réalisé le mapping, euh, la sélection et le comptage des rides qui s'alignent sur les micro-ARN du génome d'Arabidopsis. Donc, euh, ils ont regardé parmi les rides qu'ils ont séquencées dans les bactéries, est-ce qu'il y en avait qui mappent sur les micro-ARN d'Arabidopsis. Donc, moi, j'ai récupéré ces tableaux de comptage et j'ai fait une analyse différentielle classique. En fait, ce qu'on observe, c'est que dans les bactéries de la rhizosphère, on trouve effectivement, il y a 10 micro-ARN qu'on a retrouvés à l'intérieur des bactéries de la rhizosphère qu'on ne trouve pas dans le sol nu. Et donc, du coup, là, ça a été un peu une surprise, on ne connaissait pas. Et du coup, on s'est demandé, ben, en fait, est-ce que si on retrouve ces micro-ARN dans les bactéries, est-ce qu'en fait, ça pourrait pas être dû au fait que ces micro-ARN seraient, ou des molécules qui ressembleraient à des micro-ARN seraient codées par les bactéries et pourraient expliquer qu'on arrive à la retrouver dans la rhizosphère. Parce qu'il faut savoir que les micro-ARN, ils n'ont jamais été décrits chez les bactéries, chez les prokaryotes en général. Et donc, du coup, pour tester, est-ce que les bactéries seraient capables de produire des molécules qui ressemblent à des micro-ARN, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré ces 10 micro-ARN et je les ai alignés contre le génome de plus de 3000 génomes bactériens de la base de données du GDI. Dans ces 3800 génomes, il y en avait 283 qui sont isolés de la rhizosphère d'Arabidopsis.
Si je suis parti sur ce type de base de données, c'est parce que c'est une base de données où elle est assez bien décrite dans le sens de la provenance des échantillons. Euh, Par exemple, j'ai pu en identifier 283 qui sont isolés vraiment et séquencés de la racine Arabidopsis. Une autre particularité de ces génomes-là, c'est qu'ils sont séquencés, mais ils sont de bonne qualité. Donc, c'est-à-dire que tout le génome est séquencé, ils sont pas très fragmentés et en fait, il y a un gros travail de séquençage de la part des collègues canadiens. Et donc, du coup, au final, en regardant ces génomes-là, on n'a retrouvé aucun des 10 microARN n'a été retrouvé un gène de BAC. Ce qui fait que s'ils ne sont pas présents, si la séquence des microARN n'est pas présente dans le génome des bactéries, ça veut dire que les bactéries ne sont pas capables de les coder. Euh, Pas du tout d'accord, hein. on y N'importe reviendra. quoi. Et ensuite, euh, ensuite une fois qu'on a euh, ensuite l'étape d'après, ça a été euh, de regarder l'étape d'après, ça a été de regarder quelles fonctions pouvaient être quelles fonctions pouvaient avoir ces microRNA incorporés dans les bactéries de la rhizosphère. Et pour ça, le premier travail que j'ai fait, c'est d'annoter euh, les génomes qui sont isolés de la rhizosphère d'Arabidopsis. Donc, pour cela, j'ai utilisé un outil qui s'appelle DFAST, qui fonctionne en deux étapes. Dans un premier temps, il va prédire des caractéristiques CDS, RNR, RNT. Ensuite, il va faire une annotation fonctionnelle euh, à partir d'une base de données d'orthologues, de protéines et de structures. Il va nous fournir un fichier d'annotation GFE pour bactéries de la rhizosphère. Euh, Ensuite, le collègue canadien, il a développé un outil qui est inspiré de l'outil PSNR Target, qui va permettre, dans un premier temps, de faire un alignement entre les microRN et les génomes bactériens, et dans le second temps, calculer un score en fonction des positions des matchs et mismatchs, euh, un score d'alignement entre le microRN et sa cible selon les positions des matchs et des mismatchs. Notamment au niveau d'une région seed. La région seed dans le microRN, c'est une région où seule une substitution est tolérée. Euh, lors lors de l'hybridation entre le microRN et sa cible, très peu de substitutions sont tolérées au niveau de la région seed, alors qu'on est un peu plus permissif au niveau de la région, en dehors de la région seed. Moi, j'ai développé dans le labo j'ai développé un outil qui permet qui a permis d'annoter ces cibles en utilisant le fichier d'annotation du génome. L'outil que j'ai développé, il permet dans un premier temps d'annoter les régions des génomes bactériens et ensuite de rechercher où matchent les microRN par rapport à ces régions annotées et de récupérer les CDS associés à chacune des cibles. Donc, mon outil, en gros, l'outil que j'ai développé, en gros, il permet, dans un premier temps, de prédire des régions. On lui donne en entrée la taille des régions qu'on veut tolérer en 5' et en 3' des CDS. Lui va prendre le fichier d'annotation et en fait, pour les CDS qui sont annotés sur le fichier d'annotation, lui, il va noter des régions, il va annoter des régions 5', 3' de part et d'autre en fonction de la taille qu'on aura définie en entrée. Et il va définir des régions, notamment 5', 3'. Il y a des CDS qui sont très proches, il va les annoter Short Interfeature Region, ou lorsque c'est chevauchant, il va noter région chevauchant.
Et la deuxième partie, une fois qu'il aura noté ces régions-là à partir du fichier de notation, il va regarder, on va lui donner un fichier d'alignement, ça peut être un BLAST ou n'importe, ou en l'occurrence les cibles qu'on aura prédites. Et lui, il va regarder pour chaque position query, il va regarder, il va chercher le CDS le plus proche de la cible et il va nous donner un tableau en sortie comme ça. Il va nous dire la distance avec le CDS le plus proche et il va nous donner la position start et end du CDS le plus proche, l'identifiant du CDS le plus proche pour chaque CDS. Et ainsi de suite. C'est un tableau qu'on pourra par la suite filtrer, par exemple, pour regarder que les matchs dans les CDS. Voilà. Et donc, à l'issue de ce travail-là, euh, à l'issue de ce travail-là, il y a, grosso modo, pour faire simple, on a obtenu là, c'est pas le tableau tel qui est publié, ça c'est vraiment un peu un tableau qui résume un peu les résultats qu'on a obtenus. On a obtenu grosso modo une majorité de cibles dans les voies de transport des acides aminés, le métabolisme et le transport des acides aminés, qui, je le rappelle, c'est un des éléments dans le recrutement des bactéries au niveau de la rhizosphère. Euh, donc voilà. Et ces travaux-là sur les microARN, ça pourrait avoir un intérêt dans la sélection de bactéries qui favorisent par exemple l'immunité, la croissance, ou ça aurait aussi un intérêt dans l'inhibition de bactéries indésirables. Voilà. Et ça fait l'œuvre d'un papier en cours de reduction. Donc voilà, merci pour votre présentation. Là, merci pour votre attention. J'ai mis une photo de l'équipe. Donc, il y a Harriet Middleton, la, la thésarde elle a soutenu sa thèse en Gendarmerie. Il y a Abdella Armani qui est chef d'équipe. Il y a Étienne Yargo qui est chef d'équipe au Canada. Et il y a Jessica qui, elle, elle continue les travaux d'Harriet. Et notamment, elle a montré par microscopie confocale à fluorescence la présence de micro-RN à l'intérieur des bactéries de la rhizosphère. Voilà. Vous avez des questions? Merci. Merci Emmanuel. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, une question. Est-ce que tu as entendu, Emmanuel? Non, j'ai pas entendu la question. Ah, attends, peut-être que je vais te rapprocher. Attends, elle va revenir. C'est bon. Alors, j'avais une question par rapport aux bactéries incorporent qui peuvent incorporer les micro-ARN. Est-ce que c'est des bactéries spécifiques ou c'est toutes les bactéries rhizosphériques? Euh, c'est pas c'est pas toutes les bactéries. On en a trouvé une, notamment, en fait, c'est principalement, on était surpris, c'est plutôt des bactéries à gram positif, a priori, en fait, parmi les 283 bactéries de la rhizosphère, on en a pris quelques-unes et on a pris notamment une gramme plus, une gramme moins. Et on a fait des tests de confrontation avec des micro-ARN synthétiques. Et on a vu que c'était plutôt les bactéries à gram positif qui arrivaient à incorporer les micro-ARN libres, en l'occurrence. Et pour les champignons, est-ce qu'il y a des études dessus? Pour les Les champignons, champignons rhizosphériques, pour les champignons, mycorrhizes en particulier, est-ce qu'il y a des études sur les micro-ARN? non, on a une collaboration avec les collègues de Dijon justement pour étudier notamment, les collègues de Dijon, eux, ils ont fait un système où ils mettent un système de compartiments. En fait, il y a trois compartiments séparés par des membranes de 0,2 microns qui permettent de laisser passer, entre guillemets, les ifs du champignon, mais pas les racines des plantes. Ce système-là permet notamment nous permet, par exemple, d'étudier le transfert de micro-RN via le champignon d'une plante à l'autre. Mais ça, c'est en cours. Je peux pas vous répondre.
Il n'y a pas Ok, il y a pas de publi, ça, c'est des choses qu'on essaie de montrer. de mettre au point. Ok, merci pour les réponses et pour votre présentation. Merci, merci Emmanuel. Oui, moi j'avais aussi une question. J'avais une question concernant l'outil dont tu as parlé, qui, je crois que c'était ça, Align to Sequence. L'outil que j'ai Voilà, développé. Ouais. voilà, oui. Est-ce que, comment il fonctionne? Est-ce que tu lui donnes, c'est ça, des fichiers GFF, donc la notation, et est-ce qu'il y a besoin aussi des fichiers FASTA d'assemblage ou Non, bien tu le lui donnes. GFF suffit? En fait, il a juste besoin du génome et du fichier d'annotation. Le génome, il va être utilisé tout simplement pour déterminer la longueur des séquences et le fichier d'annotation. En fait, à la base, il était fait pour les CDS, mais, j'ai élargi pour qu'il puisse fonctionner avec n'importe quelle caractéristique. En fait, c'est la colonne 3, si je ne me trompe pas. On peut le dire, là, au lieu de lui donner CDS, on peut dire oui, ces blocs-là, ce seront des gènes, par exemple, ou on peut le faire sur les exons. En fait, c'est nous qui choisissons la caractéristique. J'ai volontairement élargi pour pouvoir, d'une part, pour pouvoir élargir sa possibilité d'utilisation, pas juste dans le contexte de l'étude en question. D'accord, super. Merci. Je t'invite à aller voir la documentation. J'ai passé pas mal de temps à la faire. Euh, et j'ai mis aussi d'exemples pour, euh, pour tester. Super. Super. Ben, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh. Oui, un commentaire? Bonjour, merci pour la présentation. Je voulais simplement savoir, j'imagine que tu dois connaître, est-ce que vous n'avez pas fait des liens, par exemple, avec tout ce qu'on sait sur les légumineuses et les interactions qu'il y a avec les bactéries, parce qu'il me semble qu'il y a quand même des travaux sur les interactions rhizobium-légumineuses et le rôle des micro-ARN dans cette interaction. Le rôle des micro-ARN, en fait, jusqu'à présent, il était principalement montré, en fait, plante qui quitte, pas micro-ARN qui quitte la plante et qui va aller agir sur un autre organisme. En fait, Comment tu dis qu'il y avait le rôle, c'était en fait, plante? voilà, c'est comment les micro-ARN, en régulant certains gènes, va, par exemple, favoriser le recrutement de certains micro-organismes. Les principales études, après, j'ai pas refait la biblio là-dessus, mais à l'époque, c'était en 2021, les travaux en fait, sur les micro-ARN, dans les cas des symbioses, ils portaient principalement, en fait, c'était les micro-ARN d'une plante qui agissent sur cette même plante pour favoriser ou défavoriser en fait, le De recrutement la de plante certains micro-ARN. uniquement, pas de lien avec la nodosité, proprement dit. Ça peut avoir, je sais pas, j'ai pas d'informations là-dessus, D'accord. mais en tout cas, le micro-ARN, il n'est pas sur le symbiote. Il n'allait pas en fait, dans le symbiote pour aller réguler le Oh, symbiote de manière à favoriser. C'est vraiment les micro-ARN, ils sont plutôt décrits pour agir sur l'organisme qui le produit. oui, oui, ok. Merci. Ah. D'autres questions? Oui, il y a une autre question. Euh, Oui, alors moi j'avais une petite question plutôt sur par rapport à la recherche de ces micro-ARN. Donc comment faire, enfin pour les cibler spécifiquement, il faut que le génome de l'eucaryote soit totalement séquencé ou il y a d'autres approches de recherche qui peuvent être envisagées. Euh, Là, dans le cadre de cette analyse-là, il faut avoir le génome entier, ou sinon, en fait, même si le génome est pas entier, on peut trouver des cibles. Euh, mais si on ne trouve pas de cible,
l'une des raisons qui pourrait être le fait que cette cible n'ait pas été séquencée, en fait. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un génome entièrement séquencé. Après, il peut être fragmenté, mais l'important, c'est qu'il soit entièrement séquencé. D'accord, ok. Mais on peut trouver des cibles. En fait, si on trouve des cibles, ce serait interprétable. Si on n'en trouve pas, par contre, on peut avoir le doute de se dire, si on n'en trouve pas, c'est parce qu'en fait, la cible est peut-être dans une région qu'elle n'a pas été séquencée. Ok, merci beaucoup. Pas de souci. Ben, merci encore, Emmanuel. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou sur le Zoom aussi. Non. Ok, donc merci à tous. Merci pour votre participation. Et voilà, de toute façon, on pourra rester en contact si besoin, s'il y a d'autres questions qui viennent après. Donc, il n'y a pas de souci. Ben, merci à tous et bonne fin de journée et bonne fin d'après-midi. Merci de À m'avoir invité. bientôt. Merci à tout le monde. Merci, Au au revoir. revoir. Merci. Au revoir.